Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazine. Bienvenue à notre 30e balado Des femmes comme vous. Allô, Carole? Allô, Vicky? Hey, 30! Quand même, c'est notre 30e quand même. Oui, il faut souligner hein? ça, c'est bien. Puis on dirait qu'il y a même une espèce d'esprit festif autour de nous. Il y a de la frénésie dans le studio de Cogeco. On dirait que oui. Alors, il y a des jours comme ça. Alors, bienvenue François Poirier. Mais là, on va te présenter de façon plus officielle. Bienvenue à notre balado. Bien, merci. Merci. Ouais. Alors, aujourd'hui, le thème, les hommes et la détresse. Alors, ça vous surprend, hein? Mais oui, on va parler des hommes et la détresse quand vulnérabilité rime avec courage. Mais là, on parle des hommes parce qu'on les aime beaucoup. Hein? Exactement. En premier lieu, c'est parce qu'on les aime beaucoup, parce qu'on vit avec les hommes. Mais oui. Hein? À tous les jours, on a des fils ou un fils, tout dépendamment. Un chum, des chums. Je sais pas. Des collègues. Ça dépend des collègues. Alors voilà, ça fait partie de notre univers et ça nous préoccupe parce que c'est important dans nos vies. Et puis, il y a quand même des statistiques et des faits qui sont inquiétants. Ça fait longtemps qu'on a parlé de ça entre toi et moi. Tous les bouts de champ, ça arrive comme dans nos sujets de conversation entre femmes. Et puis, je suis certaine que chez vous aussi, à la maison ou entre femmes, vous parlez de ça, ou entre hommes. Alors, chaque année, on compte au Québec comme environ 1100 suicides par année. C'est quand même énorme, François. Hein? Oui, c'est des chiffres qui font mal. Puis, c'est 3 fois plus d'hommes que de femmes Effectivement. aussi. Donc, ça, c'est quand même parlant. À l'extrême, aussi, à l'autre bout du spectre, on va parler aussi, on va pas parler, on peut nommer aussi le fait qu'il y a une montée de la violence chez les hommes. Il faut la comprendre aussi, cette violence-là. Et ça mène à l'extrême à des féminicides. Entre autres. Puis, quand on a regardé les chiffres, ça nous surprend à chaque fois qu'il y en arrive un, on s'entend? Oui. Mais quand on regarde les chiffres, encore là, ça parle. En 2019, on parlait de 11. Aujourd'hui, en fait, j'avais les chiffres en 2021, 26. Puis tantôt, tu nous disais, François, 25 en 2024. Exactement. Donc, ça reste une tendance. Donc, c'est pas le fun comme tendance. On n'aime pas ça. C'est trop. Oui. Et puis, qu'est-ce qui explique, en fait, tout ça, ces enjeux-là? On se pose ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que les hommes, peut-être, ont de la difficulté à trouver leur place, leur rôle? On peut se poser plein de questions par rapport à la masculinité aussi. Qu'est-ce que la masculinité? Donc, c'est un sujet vaste qu'on va essayer de jaser ça un petit peu pendant 50 minutes avec toi, François, qui a accepté de venir nous parler de toi et de ton expérience. Puis on t'a invité au départ parce que François Poirier, tu es directeur général du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes au Québec. Oui. Hein? C'est pas grave, au Canada aussi, mais au Québec. Le regroupement, c'est au Québec. Tu es là depuis 6 mois, mais avant tout, tu étais aussi, précédemment, tu étais directeur, tu l'as été pendant 5 ans chez Momentum, qui est un organisme qui offre plusieurs services d'ailleurs pour les hommes qui traversent des difficultés. Parce qu'il faut les nommer, ces difficultés-là. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, en premier lieu, on t'avait invité, mais on t'invite parce qu'effectivement, à ce titre-là, mais quand on s'est parlé, tu m'as dit, moi, j'aimerais ça aussi. Je m'offre pour parler de mon expérience parce que tu t'es rendu là, mais c'est parce qu'il y a une expérience en arrière de ça. Et mon Dieu, ça a fait notre bonheur. Notre bonheur, tout à fait. Parce que quoi de mieux que de parler son expérience pour vraiment... Puis, on le sait parce qu'on a tenté de faire d'autres balados avec des sujets très différents qui concernaient les hommes. Et ça a toujours été un peu difficile de trouver des hommes qui venaient pouvoir nous parler de leur expérience, de leur... de faire un témoignage. Faire un témoignage. Puis là, écoute, on a les deux. C'est merveilleux. Bienvenue pour notre encore 30e anniversaire. On arrose ça. Exactement. Donc, tu m'avais dit aussi une phrase qui m'a marquée. Tu nous dis, moi, je vais vous proposer de partager mon histoire en tant qu'homme imparfait avec ses forces et ses failles. Oui. Alors ça, j'ai trouvé ça le fun aussi que tu nous dises ça. Et j'aimerais que tu me dises, en partant, là, c'est quoi pour toi un homme parfait et un homme imparfait?
Ou commence par celui que tu veux. Je te laisse le choix. En fait, je vais tout de suite régler une affaire. On règle ça. Les hommes parfaits, ça n'existe pas plus que des femmes parfaites. Là. Tout à fait. Ah, ben oui. On est Absolument. tous humains et l'humain, à la base, est imparfait. Chacun a son vécu, ses défis, ses enjeux, ses blessures. Et ces enjeux-là influencent nos relations interpersonnelles, mais aussi inconsciemment nos actions. Et c'est pour ça que je me considère imparfait, mais comme un humain, comme tout le monde. Et c'est ce qui nous différencie, heureusement, de l'intelligence artificielle, je dirais. Oui. Oui. Dans le futur, c'est plus le fun d'être humain, oui. Oui, je pense que oui, vraiment. Bien que l'intelligence artificielle peut nous aider, là, mais restons dans l'humanité. Je pense que... Restons dans notre sujet. Restons dans notre sujet. Voilà. Merci, Carole. Donc... quand tu dis imparfait, tu sais, il y a tout l'aspect des exigences, parce qu'on fait des farces, là, mais on veut tous comme être parfait ou être dans un modèle, puis on pourrait peut-être à ce moment-là parler plus de modèle de masculinité. Oui, effectivement. Tu sais, moi, je suis dans la cinquantaine, et puis je viens d'une génération, en tout cas, je viens d'un environnement, on va dire comme ça, je viens d'un environnement où est-ce que j'ai grandi avec une pression d'être un vrai gars. Donc, C'est-à-dire, oui, c'était le modèle traditionnel d'homme. C'est-à-dire, tu dois être fort, tu dois pas démontrer tes émotions, tu dois t'arranger tout seul. Et j'ai grandi avec ces injonctions-là. Fait qu'avec cette pression-là d'être parfait, entre guillemets. Oui, de vouloir être parfait. Puis de ne pas montrer ses émotions. Non, c'est ça. Puis pas montrer qu'on est faible, vulnérable. Exactement. Ça, fait que j'ai grandi avec des masques puis des armures. J'ai l'impression que tu n'es pas le seul, là. Je pense Non, il y a beaucoup... c'est ça, j'ai travaillé dans un organisme de services pour hommes, j'en ai vu beaucoup qui avaient la difficulté d'abord à demander de l'aide, ou quand qui osaient demander de l'aide, c'est qu'ils avaient attendu trop longtemps, puis ils s'étaient rendus au bout du rouleau. Souvent, ils avaient perdu leur blonde, leur amoureuse, même des enfants, tu sais, des fois qu'ils ne parlaient plus. Et là, ils se décidaient enfin de consulter, mais il était tard, il aurait dû le faire. Mais ça, c'est dû à la pression sociétale là, qui nous dit à l'époque. Oui. Mais tu dis à l'époque, mais je sais pas encore présent, je pense. Il y a encore cette pression. Ça change, ça évolue. Moi, ce que j'ai observé quand j'étais à Momentum, entre autres, les jeunes hommes avaient plus de facilité à parler de leur monde intérieur, leurs émotions. Moi, j'ai pas appris ça. Mais t'es pas vieux, là, François, là. Donc, tu sais, si on parle juste pour situer les gens, t'es dans la cinquantaine, on peut dire ça? Oui, 54 ans. Bon, donc, tu sais, tu représentes une certaine génération. Donc, quand on parle, tu sais, parce qu'on aurait pu penser, là, tu sais, quand on parle des hommes, du modèle masculin qui veut pas parler de ses émotions, on pense que c'est peut-être d'une génération plus lointaine, c'est-à-dire les gens qui ont 80, 70 ans, mais non, c'est encore très présent chez les hommes de 40, 50 ans, même 30 ans peut-être. À partir de 30 ans, on voyait qu'il y avait des changements. Un changement, oui. Bon, ça, c'est heureux. Oui. Et heureusement, justement, ça, c'est encourageant pour les hommes comme moi qui travaillaient dans le domaine. Là. Donc, ça amène cette pression-là. Un cas de la masculinité dite traditionnelle qui nous amène à ne pas être nous-mêmes authentiques, puis à porter des masques, puis c'est un frein à la demande d'aide, justement. Là. À quel moment, toi, tu as réalisé ça, là, dans le fond, que tu agissais pas peut-être, ou tu avais des comportements qui étaient peut-être contraires à ce que tu aurais aimé montrer, ou à quel âge à peu près tu réalisais, tu disais finalement, moi je porte des masques, puis moi je trouve ça difficile là, de montrer que je suis fort, puis que je suis au-dessus de tout. Y a-t-il eu un élément déclencheur? Oui, il y a eu un élément déclencheur, mais en fait, c'est un cheminement. Là, je te dirais que c'est à l'université, autour de la vingtaine, là, que le premier choc que j'ai eu, là, qui m'a emmené... J'aurais dû consulter avant, mais c'est la première fois que là, j'ai été amené à rencontrer un psychologue, à demander de l'aide. Et c'est là que j'ai vu que, c'est aidant finalement, puis que oui, je portais une armure, des masques qui sont lourds à porter, puis qui m'éloignent des vraies relations interpersonnelles aussi. Mais qu'est-ce qui t'a amené, là, justement, à aller se voir comme psy? C'est ça, je vivais des difficultés relationnelles, je vivais des difficultés familiales, plus les études avec la pression des études universitaires. Donc, c'était comme un trop-plein à un moment donné.
Puis là... Puis de ton propre chef, tu as décidé d'aller j'étais sur le bord de craquer, c'était comme trop. Fait que là, je dis, puis à l'université, il y a des services d'accompagnement psychosocial. Donc, il y a un prof qui m'avait référé, là, justement, là. Puis c'est là que tu as réalisé que finalement, tu portais des masques, là. Oui, exactement. Tu vivais ça comme ça. Non, il pouvait y avoir des malaises. Dire, je suis mal. Là, j'ai été orgueilleux un peu. Il me semble que je veux paraître plus intelligent dans tel contexte ou plus fort dans un autre contexte. Mais il y avait un manque de conscience. C'est vraiment dans la mi-vingtaine, je dirais, là, quand j'ai commencé à consulter, que les thérapeutes m'ont amené à prendre conscience de ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que, c'était intéressant de... j'ai même pensé à ce moment-là étudier en psycho. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu une piqûre. Puis est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as senti une forme de légèreté ou est-ce que tu t'es senti vraiment mieux? Comme je disais, c'était le début de quelque chose? C'est le début, c'est ça. C'est pas une transformation, parce que la transformation, c'est long. Là. C'est très long. C'est très long. Puis on le disait tantôt, il n'y a personne de parfait. Fait que moi, quand j'étais jeune, naïvement, je pensais que, un jour, je vais atteindre l'éveil, puis j'aurais plus rien à changer, j'aurais tout compris. Mais non, encore à 54 ans, j'ai encore des prises de conscience. Toute la vie, en fait. Effectivement, là. Par contre, ce que j'ai réalisé, qui est plus important, c'est demander de l'aide, même si ça a l'air mystérieux pour un homme, là, ça fait du bien, Ça t'avait fait du bien à ce moment-là, puis, tu sais, dans la vie, après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres... il y a eu d'autres, en fait, d'autres étapes importantes pour toi. Oui. T'as amené aussi à consulter peut-être pas un psychologue à ce moment-là, je ne sais pas si c'était au niveau psychologue ou en fait, l'autre ressources. étape qui est plus marquante, là, c'est suite à une rupture amoureuse. OK. Quand je me suis séparé de la mère de ma fille, j'ai trouvé ça très difficile. Puis, je travaillais pas à Momentum à ce moment-là, mais j'ai consulté un intervenant de Momentum, peut-être cette rencontre, qui m'a aidé à traverser cette épreuve-là, ces moments difficiles-là que je vivais. Mais pour beaucoup d'hommes, c'est une épreuve, la rupture amoureuse. Les statistiques disent que dans 80% des cas de rupture, de séparation, c'est la femme qui initie la rupture et que l'homme, majoritairement, ne l'a pas vu venir. La femme a envoyé des signaux, l'homme ne les a pas captés, puis la femme se prépare sa rupture avant l'homme, commence à faire préparer son deuil. Mentalement, dans le fond, c'est ça, vu qu'elle a décidé de... C'est ça. Premièrement, c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Ou ce qu'on voit aussi, je n'ai pas de statistiques à l'appui, c'est vraiment une observation... Mais aussi, ça va pas dans le couple. L'homme a peut-être... il fréquente peut-être quelqu'un à l'extérieur, tout ça. Puis c'est souvent la femme quand même. L'homme, il quitte pas souvent. T'sais. Exactement. C'est comme il n'apprend pas la décision. Là, non, effectivement. Alors, on pourra en discuter longtemps, là, mais ça, c'est un fait aussi. Donc, c'est pas parce que... Quand tu dis, j'imagine que dans 87% des cas, c'est 80% des cas, que c'est les femmes qui initient, mais c'est pas parce qu'elle veut nécessairement quitter, c'est parce qu'il y a peut-être eu des situations qui fait que là, elle aussi est rendue au bout de son rouleau, mais elle est capable de prendre la décision, alors que l'homme n'ose pas pour des raisons que tu pourras peut-être nous expliquer un peu plus tard ou tout de suite, peut-être. Mais en fait, j'ai pas de raison pourquoi l'homme ne quitte pas, pourquoi il reste dans un couple alors qu'il peut avoir des insatisfactions. J'ai pas ces réponses-là. Mais je sais que, parce que nous, on rencontre les hommes après la rupture, et c'est là qu'on s'aperçoit que ils l'ont pas vu venir, comme je disais tantôt. Là, le deuil de l'homme s'amorce, alors que la femme a déjà commencé à faire son deuil avant. Et s'aperçoit qu'il perd des fois la garde des enfants, dépendamment. C'est déstabilisant. C'est peut-être cette notion-là de résistance ou d'être capable de s'adapter justement à ce changement de paradigme. Tu sais, de changement, de dire, OK, là, je suis plus dans mon couple. Il y a comme une espèce de sécurité, peut-être, dans le couple, qui fait que même si t'es pas bien, tu restes. Il y a des femmes aussi là, qui restent en couple. Oui, absolument. Parce que, question c'est quand même pas évident. C'est plus complexe que ça. Là, l'homme, des fois aussi, et la femme disent, j'ai espoir, on va essayer encore, on va essayer de trouver des solutions ensemble. T'as raison, c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc, c'est ça. Mais effectivement, comme tu le mentionnais, c'est déstabilisant pour l'homme parce que souvent, il doit quitter aussi la maison.
Souvent, c'est l'homme qui quitte la maison. Ouais. Fait que là, tu dois trouver une autre maison, un autre logement. Parler de la garde. Oui, c'est un changement de vie non souhaité. Non souhaité, c'est ça. Majeur. Mais peut-être avant de poursuivre, parce que tu as nommé Momentum, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais dire en quoi consiste Momentum? En fait, il y en a plusieurs au Québec. C'est un organisme d'aide pour hommes. Momentum, sa particularité, il offre la relation d'aide individuelle pour les hommes qui traversent des difficultés. La grande majorité de la clientèle, c'est suite à une séparation ou des difficultés relationnelles. Il y a aussi des groupes d'écoute et de parole, des groupes de soutien, des ateliers soit sur la croissance personnelle, etc. Dans d'autres régions, ils vont avoir des organismes similaires, mais ils vont rajouter des services comme pour les hommes ayant des comportements violents, des hommes ayant été agressés sexuellement. Donc, il y a des services aussi individuels, parce que moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait appel à Momentum ici en Estrie. Puis, il y avait des rencontres, je ne sais pas quelle fréquence, mais c'était assez fréquent, des rencontres d'hommes, un groupe d'hommes, puis qui avait comme un animateur, puis qui parlait là, de... Il y en a un qui disait, moi, je vis telle chose, puis là, il y avait comme une forme d'interaction. Alors, ça ne se limite pas à ça, là, non, c'est ça. En fait, ça ne répond pas aux besoins de tous les hommes. C'est pour ça qu'on a diversifié les services. Même à partir de 2018, on a rajouté un service d'hébergement pour les pères et les enfants. Aussi, OK, c'est intéressant. Parce qu'on sait qu'il existe des maisons d'hébergement pour les femmes avec les enfants. OK. Moi, j'aimerais ça, François, que tu nous reparles, parce qu'on a fait, je rewind, là. Oui. T'es allé rencontrer quelqu'un chez Momentum quand tu as eu ta rupture amoureuse. Mais toi, tu étais rendu où là-dedans? T'sais, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que parce que tu aurais pu t'organiser tout seul, comme bien des hommes font. Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, là je perds le contrôle? Ou tu étais dans quel état? Pour dire, juste pour qu'on comprenne, c'est quoi qui t'a amené qui t'a porté à aller chercher de l'aide? Puis qu'est-ce qui peut faire aussi qu'il y a des freins? Tu nous as parlé des freins. Pourquoi les hommes, ils vont pas aussi? J'aimerais ça qu'on jase de ça un petit peu. Oui, je pourrais parler des freins à la demande d'aide après. Après, mais ton expérience à toi. Moi, dans la rupture, ça a été d'abord moi qui ai quitté la maison. Oui. Là, le stress de trouver un endroit. Tu avais un enfant à ce moment-là ou pas? Oui, c'est ça. Okay. Là, de parler de garde alors que... Puis ma séparation, à ce moment-là, se passait pas bien. C'était pas harmonieux en plus. Donc, il y avait cette difficulté-là d'essayer de bâtir une coparentalité avec quelqu'un qu'on s'entend pas bien. Tous les doutes, les questions de dire, est-ce que je vais perdre la garde de ma fille que j'adore? Où est-ce que je vais aller déménager? Tu sais, je me rappelle, la première journée, j'ai dormi dans mon auto. C'est sérieux? C'est parce que là, tu ne vas pas déranger tes amis, le temps que tu trouves un logement. Tu ne vas même pas appeler tes amis. Non. Tu n'as pas appelé ta chum. J'ai pas appelé mes chums. Tu aurais pu, tu sais, parce qu'entre femmes, c'est ça qu'on fait, là. En fait, c'est typiquement masculin, là. Je dirais que quand on vit on s'organise tout seul. Puis, gérer les émotions, tu sais, les jeunes de ma génération ne sont pas habitués, les hommes, à gérer leurs émotions. Et je voulais m'arranger tout seul. Encore aujourd'hui, ça m'arrive, là, quand je vis une difficulté, on dirait que je m'enferme dans ma grotte. OK, là, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Je comprends pas tout. Là, il y a beaucoup de tristesse, mais beaucoup de colère aussi. Un mélange de plein d'émotions que je comprends pas. C'est un constat d'échec quelque part. Exactement aussi. Puis c'est difficile à admettre là, qu'on a un échec, puis on ne veut pas le partager nécessairement. Oui, exactement. Est-ce que tu l'avais vu venir? En fait, oui, tous les deux, on est dans le domaine de la relation d'aide ou de l'aide. La mère de ma fille est psychologue et on a essayé avant la rupture. La rupture, ça a été un choix commun, mais c'est un constat d'échec, comme Carole disait. Fait que tous les deux, on vivait difficilement cette rupture-là. On avait essayé. On avait été en thérapie de couple avant aussi. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, quelque part, tu devais t'en douter aussi, ça arriverait là. C'est oui, juste mais malgré ça... Tu espères toujours que qu'on va trouver une solution. Puis là, c'est typiquement masculin, de dire, OK, on a un problème, on essaie de penser une solution. Oui, ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est quand même une qualité, parfois, là, de trouver des solutions. Hein? Oui, exactement. C'est pas toujours mauvais, mais c'est quand c'est plus quand les hommes, ou en tout cas les femmes, mais on parle des hommes aujourd'hui, tu es dans un moment de détresse
c'est un moment de tristesse. C'est un moment où tu es vulnérable. Effectivement. Hein? C'est un grand moment de vulnérabilité, là, si on peut parler de vulnérabilité aussi. Oui. Puis c'est là qu'il est difficile d'aller chercher de l'aide, d'appeler un chum, tu sais. Je suis certaine que tu as des amis, là, tu aurais pu... Ah oui, j'ai moi, très j'aurais bons été mon amis premier qui réflexe. m'auraient ouvert leurs portes, là, mais on n'est pas là. Tu sais, comme je disais, j'ai grandi avec l'image de l'homme qui doit s'arranger tout seul, doit être fort. Et tout ça devient un frein à la demande d'aide. C'était une honte de faire ça? Effectivement. Honte? Oui, la honte, ce sentiment qui t'habitait. C'est comme d'admettre que je suis pas capable de... je me considérais plus faible que les autres. C'est ça. Je suis pas capable de régler mon problème, entre guillemets, Exactement. seul. Donc, une forme de faiblesse là, d'aller demander... Oui, à l'époque, je le voyais comme ça. Puis aujourd'hui, Ouais. à l'époque, quand j'étais dedans, là, c'était très difficile. Là, tu sais, je n'osais pas en parler trop, que mon couple avait éclaté. Puis est-ce que... tu sais, on a parlé tantôt, l'homme parfait, bon, puis on sait que c'est comme la femme parfaite, ça n'existe pas. Puis c'est quoi la perfection? On pourrait en jaser longtemps. Mais il y a aussi, à travers ce que tu dis, ça me fait penser, dire, hey, je ne suis pas vraiment un vrai homme, moi, là. Ouais. Parce que je suis censée être fort, je suis censée être capable de régler mes choses. Protéger ma famille. Oui, puis de passer à travers les difficultés, tu sais, fortement. Puis j'ai pas le droit de me... Comment je pourrais dire ça? Aidez-moi. J'ai pas le droit de plier les chaînes. Okay. Non, les chaînes, puis d'avoir besoin de prendre d'avoir soin, besoin, exactement. Puis, dans le fond, c'est... donc, c'est de vouloir être entre guillemets, plutôt qu'homme parfait, un vrai homme. Oui. Hein? Et qu'est-ce que... cette volonté-là de vouloir être un vrai homme tout le temps, en quoi est-ce nuisible? On en a parlé un petit peu, là, mais tu sais, ça se répercute là, dans différentes sphères, là, le fait de vouloir être à tout prix ce qu'on appelle un vrai homme. Parce qu'il y en a qui valorisent ça présentement, là, des vrais hommes. Oui, là. c'est ça, parce que là, il y a une montée en ce moment, là, tu sais, là, le rôle de l'homme, là, il y a plusieurs hommes qui ne savent pas là, comment se retrouver avec les femmes, de plus en plus, tu sais, qui réussissent beaucoup, qui sont de plus en plus présentes dans plein de sphères de la société. Et même, lors de la discussion, je pense que j'en ai fait état, si on regarde notre télé là, québécoise, là, tu sais... L'homme n'est pas tout le temps dépeint de belle façon. Non, la plupart des rôles forts maintenant, là, c'est des femmes. Fait que l'homme est plus... ça a changé beaucoup. Alors, c'est un changement quand même assez relativement radical en peu de temps, là. Oui. Donc, dans la société. Puis là, ben les hommes ont été élevés, il faut que je sois un vrai homme, c'est moi qui force, c'est moi qui le pourvoyeur, c'est moi aussi. Puis là, c'est ce qu'on nous montre actuellement, ben c'est plus vraiment ça. Fait que là... Ben, en tant qu'homme, moi, je l'ai vécu dans les 20 dernières années, même plus jeune aussi. D'un côté, on te demande d'être fort, puis d'un autre côté, on te demande de parler de tes émotions, de te montrer vulnérable. De faire le ménage. C'est pas compatible. S'occuper des enfants. Et je trouve que c'est des notions difficiles à faire cohabiter intérieurement, là. Et ça devient... ça crée des tensions intérieures chez les hommes. Ça crée des doutes intérieurs aussi, là, des questionnements. Est-ce que tu dis qu'il faut parler de nos émotions? Oui. Hein? Les gars, là, vous n'aimez pas ça, parler de vos émotions. Non. Hein? Non. Y a-t-il une façon peut-être de différencier? Puis j'ai écouté des documentaires aussi, justement par rapport aux hommes. On en voit maintenant... entre gars, là. C'est quoi la bonne façon, en fait, de l'exprimer, ça, ce trop-plein-là, cette vulnérabilité-là, que ce soit entre gars ou avec des spécialistes? C'est peut-être pas ça l'approche de me dire, François, parle-moi donc de tes émotions, qu'on en jase un petit peu, comment tu te sens? Ben, il y a quelques années, si tu m'avais posé la question, ma réponse aurait été différente. Je pensais que le changement qui serait amorcé, ce serait de dire que les hommes apprendraient à mieux parler de leurs émotions, de leur monde intérieur. Tu sais, j'ai une fille de 11 ans, elle, là, elle parle de son monde intérieur de même. Elle, c'est facile pour elle. Alors que moi, j'ai 54 ans, puis j'ai encore de la difficulté. Et je réalise qu'aujourd'hui, qu'on est différents, les hommes et les femmes. Et entre chums, entre gars, ben c'est plus d'épaule à épaule. Dans l'informel qu'on passe nos messages, puis qu'on, tu sais, à travers des par un sports, geste parfois, ou par un... des fois, ça peut être dans une chambre de hockey, mais c'est où on travaille à travers un jeu. Là, on réussit à dire, ben là, sais-tu quoi, ben je vais me séparer. Mais même dire ça, c'est dur, là. Oui. Mais c'est sortir cette phrase-là, là. Mais sais-tu quoi? Si tu me poses la question, comment tu vis vas aujourd'hui? C'est quoi tes émotions?
on dirait que là, c'est mêlant. Là, tu étais comme un peu confus. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont dire ça, qui vont demander ça. Jamais. Ça, c'est la fille à côté qui va dire finalement, ça, c'est quoi tes émotions? Ou tu sais, dans le couple, là, j'ai entendu ça souvent là, dans les hommes qu'on recevait, la femme qui disait ben là, il faut qu'on se parle. Oh boy, là, c'est épeurant pour l'homme. Ah oui. Ça, là. Ça, c'est épeurant pour le gars parce que. Ben, peut-être pour les femmes aussi, tout dépendamment. C'est vrai, ça dépend du ton, hein? Mais aussi pour l'homme, c'est que de quoi qu'on va parler, je suis même pas capable de comprendre ce que je vis intérieurement. Comment tu veux que j'en parle? T'sais? Mais tu sais, c'est ça, nous, là, il y a... dans ce que j'entends, c'est que là, l'homme a vu quelque chose, la difficulté à en parler, tout ça, mais la femme, qu'elle sent que son conjoint ou son frère ou son fils, elle sent qu'il n'est pas bien, comment elle peut l'approcher, comment elle peut l'amener, Ouais. parce que tu sais... Donc, il ne faut pas lui demander comment tu te sens. Parle-moi de non, ça marche pas. Ce qu'on suggère à ce moment-là aux conjointes, aux amis, aux sœurs, c'est de parler de soi. Dire, ben, je sens que dernièrement, t'es différent, ça m'insécurise. Parler de soi. Qu'est-ce que ça te fait vivre que l'homme il soit dans cette détresse-là apparente? Puis il est peut-être même pas conscient qu'il est dans une période de détresse. Parce que la détresse chez l'homme se manifeste différemment que chez la femme. La femme, elle va pleurer, verser des larmes plus facilement. Tandis que l'homme, ce qu'on observe là, il peut être irritable, vivre la colère, il peut... être plus silencieux, en retrait. Il peut... tu parlais de grotte tantôt. Oui, c'est exactement se retirer, tout simplement. Il se retire. Arrêter la communication. Oui. Tu sais, arrêter de communiquer pour vrai, là, dans le sens de... Oui, c'est ça. Ouais. Puis il n'en est pas nécessairement conscient. Il y en a qui vont se lancer dans le sport à outrance, dans le sexe, l'automédication, les drogues, l'alcool. Tous ceux qui ont des dépendances, j'imagine qu'il y a une sensibilité. Oui, là, ça vient rajouter en plus. Ça, c'est pas facile, j'imagine, effectivement. Ouais. Donc, la femme, ou un homme aussi pourrait prendre la même attitude, mais l'approche plutôt, c'est de dire, bon, ben, qu'est-ce que ça lui fait? Mais est-ce que le fait de lui dire, je sens qu'il est différent, puis ça m'insécurise, est-ce que ça fera pas naître justement un sentiment de culpabilité mettons, même, chez l'autre? Dire, mon Dieu, je l'insécurise, je suis mieux de pas y en parler. Il n'y a pas de recette parfaite. Ça dépend aussi des indices, j'imagine. Tu vois, dans les dernières années, parce qu'on se parle dans différents organismes à travers la province pour essayer de développer des approches adaptées aux hommes. Puis ce qu'on a développé dans les dernières années, puis ce qui marchait avec les hommes, là, de façon générale, pas avec tous les hommes, mais de façon générale, c'est si un médecin, par exemple, suggère à l'homme d'aller voir un thérapeute, dans 80% des cas, il va y aller. Parce que ça vient d'un professionnel en qui il a confiance. Si la femme le sa suggère, conjointe ou quelqu'un là, on dans sa baisse à famille. 65% à peu près. Et si on réussit à y faire comprendre que si tu vas consulter, ça va avoir un impact positif sur tes enfants, là, on remonte peut-être autour de 70-75%. Il y a des cordes sensibles quand même. Il y a Parce que là, le de... médecin, il faut se dire, là, les gars, ils consultent pas beaucoup le médecin non plus. Là. Fait que c'est pour ça que les médecins, il faut qu'ils soient... Je ne vais pas tourner le fan en plein, mais c'est quand on a un médecin aussi. Ah oui, en plus quand on a un médecin. Mais toi, ça a été quoi ton approche quand tu es allé chez Momentum? Qu'est-ce qui a fait que... Bien, premièrement, tu es allé volontairement. C'est toi qui es allé. Et qu'est-ce que tu as apprécié, mettons, dans l'approche? Je ne sais pas c'est quelle approche. Ce qui a fonctionné avec moi, puis qui fonctionne, c'est qu'on veut être autonome aussi, les gars. Hein? Oui. Fait que je suis allé sur Internet voir c'est quoi les services pour les gars qui filent pas bien. OK. Fait que je l'ai fait tout seul. Puis ça, je suis pas le seul à faire ça. C'est sorti dans nos sondages. Là. Okay. Les gars aiment ça aller consulter les services sur Internet. Eux-mêmes. OK. Ça, c'est la première étape. Puis d'avoir aussi accès à des services à des horaires flexibles. C'est-à-dire, si je travaille de 9 à 5, je peux-tu sur l'heure du midi ou le soir? Fait que donc, ça amène les organismes à ajuster les services. De pouvoir me présenter sans rendez-vous aussi. Ah ouais? Okay. Sur le coup, je file pas, je suis dans mon char. Ça, c'est typiquement masculin aussi. Je bouille, je suis dans mon auto. C'est ça. J'ai besoin, là, comme tu dis, à l'extrême. Tu sais, tantôt, tu disais de se rendre à l'extrême. Tu sais, souvent, les gars se rendent à l'extrême des puis émotions. Puis c'est difficile d'avoir des services comme ça. Oui, instantanés. Hein? Ça, on le voyait là, quand que j'étais de l'autre côté, pas en tant que client, là, mais en tant que directeur de Momentum, je le voyais, les hommes prenaient conscience qu'il y avait un problème, venaient nous voir, puis ils voulaient qu'on lui donne rendez-vous tout de suite, puis qu'on règle. Comme si, donnez-moi des outils, là, on règle ça tout de suite, puis je repars en 3 rencontres. Là.
Mais c'est comme si, donnez-moi une pilule, puis ça va régler le problème, mais c'est pas ça. Et si on lui donnait pas un rendez-vous de suite, des fois, on le perdait. On le perdait, oui. Parce qu'il n'était plus dans l'urgence d'agir, là. Ouais. Donc, il serait trop... c'est ça, il repartait chez eux sans nécessairement... Puis il dit, c'est pas si pire que ça. Finalement, puis il retombe dans son message, il faut que je m'arrange tout seul, puis... c'est ça. Puis ça donne rien, je suis allée là, ils sont pas disponibles. Donc, toutes les raisons, se donner des raisons pour reconsulter, parce que déjà, c'est pas facile pour eux de faire cette démarche-là, en principe. Tu parlais tantôt, là, d'un des éléments déclencheurs importants de la détresse chez les hommes, c'est les ruptures amoureuses, dans bien des cas. Mais, quelles sont les autres principales, les principales causes? Ce que j'ai vu dans les dernières années, là, la retraite. Ah, OK. L'insécurité liée à la retraite? On a parlé de ça. Oui, l'insécurité. Ou est-ce que ça va être encore utile, peut-être? C'est ça. Ils perdent leur sens d'utilité. Puis les hommes aînés, on s'aperçoit là, dans les dernières années, ont tendance à s'isoler, à perdre le sentiment d'utilité, mais aussi l'appartenance à un groupe. C'était pas rare que je voyais des hommes, là, 65 ans, qui disaient, moi, mes amis, c'était au travail, puis là, je les vois plus, j'ai plus d'amis, plus de réseau. Ah oui, justement, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, puis c'est exactement ça, là. C'est, dans le fond, les collègues, puis l'endroit, c'était sa famille. C'était sa famille, exactement. Part, surtout quand tu as travaillé plusieurs années. C'est pour ça qu'il faut préparer la retraite. C'est pour ça qu'on a eu un balado là-dessus. Puis préparer la retraite, numéro, en tout cas, on parle beaucoup financièrement, mais tout l'autre aspect est important aussi. Oui. OK, donc, c'est une source de... Oui. Les autres enjeux qu'on voyait, la dépression... mais surtout, là, c'était des difficultés relationnelles, ruptures. Puis disons, un homme qui perd son emploi ou qui a une démotion, est-ce que ça... Oui, c'est un des enjeux. On avait peut-être une dizaine, là, si on essayait de séparer en pourcentage, mais les deuils, soit deuil d'un emploi, deuil de la perte d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint. OK. Donc, oui, voici. Dans la démarche que tu as faite, donc tu es allé chez Momentum, tu as rencontré quelqu'un, ça t'a aidé à cheminer. Qu'est-ce que tu as le plus appris, mettons? Oui. J'aimerais ça que tu nous parles de ça. J'ai comme, au niveau de la relation d'aide, j'ai comme 2 expériences différentes. Et j'ai consulté des psychologues qui, eux autres, travaillent plus au niveau de tes patterns, la psyché, etc. Chez Momentum, c'était une approche court terme axée sur les solutions. Et ça marche avec les hommes. Ils aiment ça. Parce que tu ne veux pas que ça dure des mois, des années. Puis là, on ne travaille pas en profondeur là, sur les enjeux, les blessures d'enfance. Là. Non. Là, on n'est pas sur des thérapies. Non, non, parce qu'on n'a pas le droit au Québec, justement. Oui, de toute façon. C'est un acte réservé aux psychologues. Oui, aux psychologues, oui, on a le droit, mais là, l'homme, il consulte, il y a un problème, puis là, OK, quelle solution qu'on peut trouver ensemble? Donnez-moi des outils. Oui, c'est ça, pour que je passe à travers. Oui, exactement. Oui, OK, c'est intéressant. Puis quel outil, toi, ça t'a donné? Je t'amène à... Oui, bien, ça nous amène dans le concret. Elle est insistante. J'insiste. J'essaie de faire appel à ma mémoire. Quel tiroir j'ai rangé ça, là, parce que ça remonte un petit bout de temps. Mais c'est des outils vraiment concrets, dans le moment présent. OK, là, il faut que tu quittes la maison. As-tu un logement? Penser à des choses pratico-pratiques. La garde de l'enfant. As-tu pensé aller voir un médiateur? Donc là, c'est de trouver même des ressources avec toi. Oui, exactement. Les autres, ils ont des ressources. Pour ça, donc, c'est l'aspect pratico-pratique. Exactement. Puis après, une fois qu'il y a ça, puis il y a une certaine, mettons, sécurité, disons ça comme ça, à ce moment-là, il peut plus s'occuper de lui-même. Là, c'est ça. Ce qu'il ressent à l'intérieur. Et là, après, je suis allé voir un psychologue. Mais ça a été après. Là, ce que je contacte plus les émotions. Donc, ce que je comprends, c'est que quand toi, tu es allé visiter, tu sais, il y a eu ta période où séparé, tu as dormi dans ton auto. Donc, un soir. On ne répandra pas de rumeurs. J'essaie de me mettre dans la peau. Là. OK? Donc, tu es dans ton auto, tu files pas bien, tu te dis, c'est un échec, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi Bon, on a tout ça. Là, bon. Puis là, c'est le lendemain que tu as décidé d'aller chez Momentum? C'est quand? C'est flou dans mon esprit, mais probablement dans les jours suivants. Pas loin après. Puis à l'époque, il y avait déjà le service d'hébergement père-enfant. Je les ai appelés cette journée-là. Puis là, j'ai réalisé, en parlant avec l'intervenant, que le service ne me convenait pas.
OK. Parce que là, je prenais conscience que, attends un peu, là, tu vas avoir d'autres pères, d'autres enfants dans la maison avec toi. C'était parce qu'ils pouvaient accueillir 5 familles. OK. Et il y avait des espaces communs. Moi, ça me convenait pas. Là. Je voulais pas vivre dans une commune. Ah là, non, c'est ça. Part, ça aussi. Ouais. C'est un autre insécurité. Mais ça fonctionne avec d'autres parents. Mais moi, dans mon type, ça fonctionnait pas. Mais là, c'est parce que tu filais vraiment pas, là. Oui. Tu sais, t'aurais pu te choisir tout de suite d'aller voir un psy, mais t'es allé chez Momentum. C'était quoi cette lumière-là? Là? Tu connaissais Momentum avant? Mais toi, fait tes recherches. En fait, ça fait des années que je travaille dans le communautaire. C'est ça. Donc, les ressources, je les connais bien. Parce que la majorité ne connaissent pas ça, probablement. Non, c'est ça. J'ai l'avantage de connaître les ressources. Mais t'aurais pu te dire, hey, moi, là, franchement, je suis déjà dans l'aide communautaire. Comment ça que moi, je peux pas m'aider moi-même? Ah, ben je me le suis dit. Puis je me suis même dit plus que ça. Je me disais, hey, je vais être reconnu. Ben oui, exactement. Ça doit faire peur, ça. Ça me fait honte. Puis non, regarde, mais ça demandait beaucoup de courage de faire ça. Ben effectivement. Il a fallu que je pile sur mon orgueil, là, puis... Oui, mais ça, c'est pas facile, piler sur son orgueil. Non. Mais c'est un des aspects qu'on veut soulever à travers ce balado-là, c'est que demander de l'aide, ça demande du courage. Oui. Surtout avec ce qu'on a dit au début du balado, dans le sens que les hommes, dans leur perception, pour la plupart, être un vrai homme, c'est j'ai pas besoin d'aide, je suis capable de régler mes choses seul, je suis indépendant, autonome, j'ai pas besoin des autres. Là, j'arrondis un peu, là, on s'entend. Oui. Puis là, ben, le fait de demander de l'aide, ça peut être perçu, probablement, je demande l'aide, ça peut être perçu pour plusieurs comme un signe de faiblesse. Ah, je suis pas capable de régler mon problème moi-même. Et là, ben ça fait en sorte que tu dis... ben c'est ça, là, tu as l'impression que tu aimerais, fait que le fait d'être capable de faire ce pas-là, ben c'est ça qu'on veut dire, ça demande du courage. Parce qu'avec toutes ces idées-là, ces perceptions-là, ces fausses perceptions-là, hein, moi je dirais, là, tu sais, parce que c'est pas vrai, quand tout le monde a besoin d'aide dans la vie, on est des humains, hommes ou femmes, là, mais c'est ça, le fait de le faire le pas, puis d'aller chercher de l'aide, que ce soit en Momentum ou ailleurs, ben c'est une forme de courage, puis... Et les hommes, ils veulent paraître comme courageux, mais disons-le, c'est courageux. Puis s'il y en a qui passent, comment ils vont être perçus par leur amoureuse, leur conjointe, ou leur sœur, ou tout ça, ou leur fille... Mais là, nous, les femmes, on a tendance à pas trouver ça comme un signe de faiblesse. Au contraire. On est... On encourage ça. On encourage ça de plus en plus. On est même... En tout cas, moi, personnellement, moi, je suis admirative de ça. Je me dis, bon, tu sais, c'est quelqu'un qui... qui se prend en main. C'est ça. C'est des messages, tu sais, c'est une voix intérieure que tu te répètes qui est fausse parce que... C'est l'ego, en fait. C'est l'ego, exactement. C'est l'ego. Parce que mes amis de gars m'ont pas trouvé faible, là. Mais non. C'est ça. J'allais te poser la question. Comment ils ont réagi, tes amis de gars, quand tu leur as... Ça a-tu pris du temps avant que tu leur en parles? C'est ça, quand ton auto a un problème, ben, tu vas voir le mécanicien. Voilà. Puis quand j'avais donné l'exemple l'autre jour d'un établi, un atelier de menuiserie, ben si tu as encore le dernier travail qui est tout éparpillé, ben, tu ne pourras pas entreprendre un nouveau projet. C'est la même chose. Quand tu vis une difficulté, une rupture amoureuse, une perte d'emploi... J'aimais bien cet exemple. C'est ça. Ben, c'est le fouillis intérieur. Si tu ne fais pas le ménage, tu ne pourras pas partir d'un nouveau projet. Fait que je compare avec la mécanique. Ou aller dans une nouvelle relation. On voit beaucoup, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est faux de dire, là, j'ose pas affirmer parce que j'ai pas donné à l'appui, bien entendu, mais on voit ça, on observe ça souvent. Après des ruptures, les hommes vont rapidement être en couple, se mettre en couple de nouveau. C'est comme, il n'y a rien de nettoyé, là, il n'y a rien, là, ils n'ont pas fait leur deuil, ils ont tout ça, mais c'est comme probablement ça les sécurise, probablement. Peut-être. Ils veulent pas ressentir peut-être leur peine, leur tristesse en étant avec quelqu'un. Je pense pas que ça soit réfléchi, puis j'irais pas à dire que c'est les hommes. J'ai pas les données là-dessus, là, au niveau du genre, là, mais effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, là, après une rupture amoureuse, 3 mois après, dire... Ah, ben, puis il y a l'aspect que, tu sais, si tu viens à une rupture, c'est que ça va pas bien. Puis là, tu rencontres une nouvelle femme qui t'envoie une image positive de toi. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est important que tu nommes ça. C'est ça l'affaire, parce que des fois, on peut penser comme femme, ben c'est ça, tu sais, il passe vite, il oublie vite, c'était pas important l'autre relation, mais c'est pas ça, effectivement. Ça renvoie une image positive. Ben oui, parce que, tu sais... T'en as besoin, hein? Ben oui, parce que les derniers mois ont été difficiles. Absolument. Puis là, tu quittes la relation dans le doute, tu te remets en question, puis c'est pas facile. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, tout ça. Puis là, tu rencontres une personne que tu n'avais pas prévue rapidement qui te dit,
je comprends pas. Oui, qui s'intéresse à toi. Oui, puis qui éventuellement peut-être t'aimer, donne l'amour. Fait que là, ça fait du bien, ça. Effectivement. Ouais. Donc, fait que là, dans le fond, tu contactes pas les raisons pourquoi ça t'a emmené à la rupture. Ouais. Tu sais, ça... Tu vis. Oui, ça réglera pas ça. Ça règle pas le problème. Mais ça règle d'autres choses. Oui, ça fait du bien. Ça apaise, en tout cas. Ça fait du bien. Donc, c'est normal, c'est même humain de dire... ben ça va être ça, tu sais, puis on passe à d'autres choses. Ouais. Puis peut-être que là, après ça revient plus tard, par exemple. Ben si tu n'as pas pris, si t'as pas pris le temps de réfléchir, effectivement, les enjeux reviennent. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir puis de se faire de l'introspection puis de dire, ben oui, comment ça que ça m'est arrivé, puis qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui m'arrive. Parce qu'on dit qu'on doit le faire, là, mais là... Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, peut-être c'est du chichi, tout ça, là, ça vaut-tu la peine? Ben, je peux juste parler de moi, là, avec cette question-là. Je peux juste dire que pour moi, ça a valu la peine. Oui. Tu sais, parce que j'ai des meilleures relations, j'ai des relations plus vraies aujourd'hui, autant avec les gars qu'avec les femmes, parce que je me connais mieux. Fait que c'est des relations qui sont plus nourrissantes, satisfaisantes et authentiques. C'est ça. Oui. Mais toi, là, c'est ça comme Vicky, quand elle t'a introduit, là, que tu as travaillé pour Momentum. Fait que toi, tu as utilisé les services. Oui. Est-ce que c'est beaucoup plus tard que tu as joint le mouvement Momentum? Je dirais, mon Dieu, c'est 2 ans plus tard. Ouais. OK. Donc, essayer, c'est l'adopter. OK. Oui. Comment? Ben, en fait, je me rappelle à l'époque, je me disais, ben, je trouve que je représente bien l'homme qui est imparfait, justement, puis qui a eu besoin des services, puis n'a pas eu peur de les utiliser. Puis tu es en mesure de comprendre. De comprendre, de ne pas juger les hommes. La formation que tu avais, plus c'est ça. Donc, c'est aidant, là. Oui, fait que, puis le fait de le vivre aussi, ça m'amène dans le non-jugement face aux autres hommes. Oui. Ouais. OK. Puis le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes que tu as joint il y a 6 mois. Oui. En quoi ça consiste, ce regroupement-là? Ben, c'est quoi sa mission, en fait? Oui, on a une mission qui est de regrouper les organismes comme Momentum au niveau provincial. Donc, c'est comme une union pour être plus fort. OK. Mais est-ce qu'ils s'appellent tous Momentum ou tu as des... Non. Pas Momentum. Oui, Momentum. Oui, c'est ça. Mais chaque région a son propre nom. OK. OK. C'est tous des centres de ressources pour hommes. Oui. Il y a des distinctions, comme je disais tantôt. Il y en a qui ont des services pour les hommes ayant des comportements violents. Il y en a qui ont des services pour les hommes ayant été agressés sexuellement, etc. Oui. Mais on les regroupe. On essaie de faire des représentations politiques pour avoir du meilleur financement. Puis de développer aussi des approches pour être sûr que le transfert de connaissances se fasse bien auprès de toutes les régions, mais aussi que la pratique s'améliore avec le temps. On apprend à mieux connaître avec les recherches qu'on fait, parce qu'on est associé avec un pôle de recherche. Okay. Donc, on fait des recherches sur qu'est-ce qui fonctionne. Ce pôle de recherche d'université? Oui, l'Université Laval. OK. Puis, il y a des chercheurs un peu partout au Québec. Là, OK. Mais, qui se penchent sur la condition de l'homme dans cette situation. Santé bien-être des hommes de façon large. C'est récent quand même dans l'histoire du Québec. Parce qu'on n'en parle pas de ça, on n'en parle jamais. Non, je dirais que ça a commencé... peut-être il y a une quinzaine d'années, 15 ans peut-être. OK. Puis est-ce que tu vois, donc tu es dans le milieu depuis quand même plusieurs années, est-ce que tu vois un changement chez les hommes? Tantôt, tu as mentionné que les hommes 30 ans et moins ont plus de facilité à parler d'eux, tout ça, mais... Est-ce que quand même, chez les hommes plus âgés que 30 ans, puis c'est pas âgé, mais est-ce que tu vois quand même un changement? Oui, heureusement, parce que je serais pas... je serais plus dans le domaine s'il n'y avait pas des changements positifs. Là, parce que c'est un milieu qui... Tu sais, quand tu vois des hommes ou des femmes en difficulté, c'est juste ça que tu vois. Fait que tu as un biais là, psychologique. Tu penses que tout va mal, mais non, ça va pas. Puis en rencontrant des chercheurs, en parlant avec d'autres partenaires, là, on s'aperçoit qu'il y a des améliorations dans les 15 dernières années, justement. Les jeunes demandent plus d'aide. Ce qu'on voit dans les médias, c'est frappant. Tu sais, on parlait de jeunes qui se radicalisent. Là. Là, ça fait peur. Mais c'est une infime partie. C'est juste qu'on voit partout dans les médias, puis c'est épeurant. Mais ce que l'on entend, puis nous, on constate, c'est qu'il y a une amélioration. Par exemple, au Québec, si on compare... amélioration à quel niveau? Justement, les jeunes demandent plus d'aide que les plus âgés. OK. Ils sont plus conscients que c'est important de faire cette démarche-là. Puis ils ont cette facilité-là, ce réflexe-là. Puis ils ont cette volonté-là d'aller mieux puis de régler les choses. OK. Au niveau de la parentalité, il y a une étude, là, je pense qu'il y a 2 ans, qui est sortie
qui disait que les pères québécois sont les champions au Canada. Ouais, ça, c'est le fun. On peut se péter les bretelles. Oui, on va le répéter une deuxième fois. Oui. Alors, tu disais? Les pères québécois, c'est les champions. C'est les champions. Les gars ici, on a des pères ici, là, dans le studio. L'étude, ce qu'elle disait, là, c'est que, grosso modo, les pères québécois, comparativement aux autres provinces, ils se voient plus comme dans un rôle d'éducation qu'un rôle de pourvoyeur. De partenariat, peut-être? Oui. Ouais. Fait que là, si on remonte il y a 30-40 ans, la femme portait la charge mentale beaucoup de la famille. Là, de moins en moins, les hommes s'impliquent plus. C'est plus partagé. Oui. Puis au niveau de la garde partagée aussi, les pères québécois évaluent que c'est important pour l'enfant d'avoir une garde partagée. Comparativement à d'autres provinces. Ils le veulent. C'est un choix. Parce que c'est obligés. Mais on l'observe. Si vous me permettez, je vais faire une parenthèse pour raconter une petite anecdote, disons. Moi, ma mère, elle a 92 ans. Et je vais la voir, elle habite un petit bout de chez moi. Fait que je vais la voir à chaque 2 fins de semaine. Et au printemps et l'été, je l'amène dans un parc, à un endroit qu'elle aime bien sur la Rive-Sud. Et quand on va là, à chaque fois, elle me dit « Ah, c'est drôle, hein? Ah, les hommes s'occupent de leur enfant. » Et elle me le dit à chaque fois. Elle dit « Ah! » Elle dit « Regarde, il joue avec son enfant. Ah, il l'amène prendre une crème glacée. Ah, non. » Puis ça donne qu'au parc où on va, s'il y a plus d'hommes qui jouent avec leur enfant, puis qui vont au parc avec leur enfant, que la femme, souvent la femme est assise, puis c'est l'homme qui va jouer à marelle, puis tout ça. Mais elle, ça la surprend tellement. Elle dit, c'est rare qu'on voit ça. Ben, je dis, non, mal. C'est plus rare, c'est ça. Non, mal, c'est le mal, je l'appelle mal. Oui, pas ça mal. évolue, c'est rare. Ça montre, hein? Oui. Fait que... Heureusement, tu sais, qu'on a évolué. Mais, tu sais, je me rappelle, plus jeune, on disait, le père garde ses enfants. Oui, mais on l'entend encore, par exemple. Oui, mais on l'entend moins. C'est ça. C'est comme si c'était pas ses enfants, puis c'est la responsabilité de la femme, là. Oui. Alors, donc, il y a une belle amélioration. Fait que c'est quand même réconfortant de... Puis, est-ce que tu as parlé, je reviens encore au début, l'homme parfait, imparfait. Moi, j'ai parlé plus du modèle masculin, homme. C'est quoi un vrai homme? Mais aujourd'hui, est-ce que ce modèle-là, je connais un peu la réponse, mais tend changé? Puis s'il tend changé ou s'il a changé, c'est quoi, entre guillemets, le nouveau modèle d'homme? Ce qu'on entend parler... Ou il est multiple, peut-être? Oui, effectivement. Okay. Ce qu'on entend parler beaucoup dans nos rencontres, nous, provinciales, là, c'est vraiment, on parle de masculinité avec un S à cette heure. OK. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs façons d'exprimer sa masculinité maintenant. Ouais. C'est ça qu'on essaie de défendre, de prôner même, d'encourager. C'est pas dans tous les pays qui prônent ça, là. Non, c'est sûr. Mais ici, faut se le dire, hein? Il y a plusieurs façons. Je pense qu'on est privilégié. C'est ça, il n'y a pas juste un modèle qu'on s'est aperçu qui fonctionne. Tu sais, j'en parlais justement avant de venir aujourd'hui avec la mère de ma fille. À cette heure, ça va très bien. On a une super coparentalité. Elle disait, moi, elle dit, par exemple, je fais des activités comme elle apprend à tricoter à sa fille, elle apprend à faire des bracelets, comme c'est ma fille qui m'a fait ça. Il est beau. Alors que moi, on n'avait jamais réfléchi à ça. Elle dit, toi, c'est l'aspect culturel. Tu l'amènes voir des pièces de théâtre à Montréal, tu l'amènes voir des spectacles d'humour. Tu sais, on est différents, mais entre mes chums de gars puis moi, notre masculinité ne s'exprime pas de la même façon non plus. Fait que c'est d'accepter, de reconnaître ça, de respecter ça aussi. Oui, qu'on est différents comme entre hommes et femmes. Un homme et une femme, c'est différent. Je pense qu'il y a quand même des différences. Il y a des différences. Marquantes. Mais il y a aussi des différences entre êtres humains, entre tes goûts, entre mes goûts, entre, tu sais, puis c'est de l'assumer totalement. Puis, mais, tu sais, c'est surtout de revenir au fait que, c'est justement qu'on peut démontrer, qu'en démontrant notre vulnérabilité, qu'en démontrant qu'on est capable de lever le flag, que ce soit auprès de notre conjointe, auprès de nos amis, auprès d'organismes, quand c'est vraiment nécessaire. Puis pour les important, femmes, là aussi, là, tu sais, qui ont justement un conjoint, un frère, un fils, puis qui, dans le fond, si on voit qu'il y a un changement de comportement, il s'isole plus, il parle moins, il est plus... à l'écart, bien ça, c'est des signaux. Ça, c'est des signaux là, qu'on ne peut pas éviter. Puis, tu sais, on parlait là, de la masculinité, les différents, mais moi, en tout cas, personnellement, je le vois beaucoup chez les jeunes hommes, là, tu sais. Puis surtout avec, aujourd'hui, les différents genres, là, tu sais, il y a plus que 2 genres, puis bon, ça pourrait faire l'objet pas une vidéo, mais d'un balado complet. Mais tu vois que les jeunes hommes, là, ils s'éclatent, entre guillemets, puis
ils se permettent de vivre ce qu'ils sont. Puis les femmes aussi, là, aujourd'hui, on parlait particulièrement des hommes. Fait que c'est quand même une bonne chose. Voilà, on est à la fin. Est-ce que, juste avant de terminer, y a-t-il des organismes, parce qu'on les mettra peut-être dans notre article, dans le générique également. On a parlé Momentum, on a parlé de le regroupement en tant que tel, c'est pas nécessairement pour aller chercher de l'aide. Ce qui est simple, là, sur notre site Internet, si on fait une recherche dans Google, par exemple, à l'écoute des hommes, oui, tu m'avais écrit ça, oui. Il y a plusieurs ressources à travers la province regroupées à un seul endroit, fait que c'est simple. Ah, OK. Et si je dirais aussi, si votre conjoint ne file pas bien, votre frère, tout ça, n'hésitez pas à appeler un organisme pour lui dire, je sais pas quoi faire. L'intervenant va vous L'intervenant va vous guider, puis ils sont habitués là-dedans. Là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il faut terminer, Carole. Ben oui, je sais. C'est moi qui fais parce qu'on aimerait ça. On aimerait ça continuer. Merci beaucoup, François. Oui, merci à vous. Ça a été vraiment agréable. Pour parler des hommes. Oui, puis tu sais, c'est quand même positif. On a parlé de détresse, mais dans le fond, il y a beaucoup d'espoir. Il y a d'espoir. C'est ce que j'ai entendu. Alors, nous espérons que ce balado vous a plu. Puis n'hésitez pas là, à utiliser les ressources dont François vous a parlé, que ce soit les hommes ou les femmes. Merci. Alors, c'est les remerciements d'usage. Oui. Merci à notre technicien Martin Dubé, à les Radieuses Magazine, ainsi qu'à notre équipe de l'équipe Nous TV pour leur précieuse collaboration, à la réalisation et à la diffusion de ce balado. Et surtout, merci à vous, les gens qui nous écoutez, qui nous regardez, et aux personnes, c'est ça, qui nous écoutent via nos différentes plateformes. Nous vous rappelons que vous pouvez écouter la version audio de nos balados sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music. J'espère que je prononce tout ça bien. En tout cas, peu importe. Compréhensible. La version vidéo dans la section balado du site web du magazine Les Radieuses, sur YouTube et bien entendu à l'écran sur de Nous TV Magog et enfin sur notre site web desfemmescomvous.ca. Alors voilà, et on vous dit à la prochaine.